On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 108. Jean-Michel Pouliot, comment ça va? Yes, ça va bien. T'en Ça forme? va comme un vendredi après-midi. Ça va bien. Mais la semaine est faite. Yes. Oui, c'est allé vite encore cette semaine, pour vrai. Mais là, on se sent dans le temps des fêtes, quasiment. On regarde l'année, il l'annonce encore. Oui, je pensais que ça allait tout fondre. Moi, je pensais qu'une journée ou deux, c'était réglé. J'ai l'impression que ça reste, celle-là. Ben, je sais pas. Des doutes. T'as des doutes? Ouais, j'ai des doutes. On gage un petit rester. 20$. Ça me dérange pas, je suis pas engagé. Non? OK. Non. Truck On est présenté par Pro Diesel, Bellechasse, Rive-Sud, le spécialiste en mécanique de véhicules lourds au Québec. Vous avez des informations, des questions, vous avez des rendez-vous à prendre. 418-291-234, poste 1, 2, 3, 4. Il y a plein de postes, finalement. Ou vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire, 581-309-5659. Et moi, je m'occupe de vous. Je peux même aller vous rencontrer. On s'occupe de vous. On est une équipe de professionnels. Pro Diesel, Bellechasse, Rive-Sud. On a une page Facebook, on a un site Internet. On a du bon monde, puis ça va être le fun. Hey, Jean-Michel, là, je me fais parler du podcast des fêtes, là. Oui. Là, il y a des gens qui m'écrivent, là, faites ça où, faites ça quand, mais on peut y aller. Oui, oui. On va vous faire des annonces bientôt. C'est ça, exactement. On va sûrement annoncer de quoi qui va être, je dirais pas de dernière minute, là, mais ça sera pas 3 mois avant, on s'entend, là. Non, mais parce qu'il aurait fallu l'annoncer. On a beaucoup, c'est ça. On a beaucoup de projets, beaucoup de petites patentes à régler. On va, oui, ça s'en vient. Mais stressez-vous pas. Oui, on organise de quoi pour ça. Il va y avoir de quoi, c'est sûr. Comme l'année passée, qu'on a fait, c'était festif, c'est le fun. On a déjà nos waiters de trouver. Là. Il y a un Dave Benoît, me semble. Dave Benoît, oui. Puis il m'a fait goûter de quoi à Saint-Joseph. Je le sais. Sa bebelle aux pommes, là, c'était bon. T'as aimé ça, toi. Hein? Ouais, ça, c'était comme un rhum au lieu du Pepsi, vu que Justin en a manqué. C'est un whisky aux pommes avec 7-Up. J'ai trouvé ça bon. OK, voilà. Mais il m'a dit qu'on est gâtés aujourd'hui par nos invités. Oui. On va les présenter parce que ça revêt un podcast spécial aujourd'hui un peu parce que cette semaine, c'était le jour du souvenir. Oui. Pour les gens qui savent ça, qui ont suivi l'actualité, c'était le jour du souvenir. Puis aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir en studio 4 personnes qui ont fait l'armée canadienne, qui aujourd'hui ont décidé de faire un projet pour venir en aide, pour... on va les laisser expliquer tout ça. On va vous les présenter, parce que je sais que toi, tu as hâte de savoir c'est quoi le projet. Hein? Ben oui, tout. J'ai hâte de connaître le projet. J'ai hâte de connaître ces gars-là. On va les présenter à tour de rôle. Parce que toi, tu as déjà une idée de tout ça. Un peu. Mais moi, vraiment pas grand-chose. Okay, puis je suis curieux dans la vie. Fait que... Puis on a une photographe, on va vous le présenter aussi officiel, qui va s'amuser à prendre des photos, des clichés, des vidéos. Ça va être sur Internet, partout. On va être on the world, comme on dit. Premièrement, je vous présente... lui, je le connais depuis que... Je pense que j'ai même changé déjà la couche. Ça ne rajeunit pas. Il y a des grosses chances. D'après moi, ça doit faire au moins un bon 34 ans, mettons. De quoi de même? Salut, Jonathan Roy. Salut, ça va, Jason? Ça va bien, toi? Yes, super. Combien de temps que tu es dans l'armée? Moi, j'ai signé le 15 décembre 2007. 2007, tu faisais ton entrée. Oui, fait que ça va faire 18 ans en décembre. Déjà? Ouais, ça va quand même vite, hein? Quand même, hein? Imagine. Moi, je me souviens que tu jouais avec tes petits bonhommes d'armée. Là. On se l'était dit, lui, c'est ceux qui s'en vont là-dedans. Je me souviens encore du premier bonhomme que, en fait, c'est toi et Nathalie qui me l'avait offert. Je me souviens encore exactement de ce que j'ai dit. Le premier J. Joe. Oui, ça, c'était bon. On a Mathieu Collin qui est également avec nous. Salut, Mathieu. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Fait combien de temps que tu es dans l'armée canadienne? Moi, je me suis enrôlé en 2015, donc ça fait 10 ans. 10 ans? Ouais. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a emmené dans l'armée canadienne, toi? En fait, c'est le dépassement de soi. Dans le fond, chercher quelque chose qui allait être hors du commun un peu, puis chercher quelque chose qui allait être plus physique, plus... qui allait être valorisant aussi. Fait que c'est ça qui m'a fait joindre les forces. Ah, c'est cool, ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que... C'est le fun de voir qu'il y a quand même de la relève là-dedans, des gens qui y croient là-dedans. Oui, c'est bon. Le troisième invité, Jean-Nicolas Chagnon. Comment ça va? Ça va bien, Jason, toi? T'es en forme? Ouais, on essaye. Moi, je suis le vieux de la gang. Hein, fait que... T'es le plus vieux de la gang? Fait combien de temps, toi? Moi, je suis retraité depuis 3 ans. Un jeune retraité. Un jeune retraité. On travaille encore, par exemple. J'ai servi 22 ans. Avec les forces. 22 ans? Oui. C'est vous tous dans le même bataillon, vous autres? Ou... OK, vous avez chaque... On avait chacun nos jobs respectifs.
Joe puis Mathieu, c'est des fantassins, des gars d'infanterie. Okay. Moi, j'étais dans le médical. Mais médical, toujours en avant avec les gars. Donc, j'ai pas eu la chance d'être plus à l'arrière. Fait que toujours en avant. Toujours front. Toujours. Fait que t'en as vu des vertes et des pommeux, toi, là. On peut dire. Caroline, oui. Et on va y parler plus tard. C'est notre photographe et la caméraman, Camera Girls. On va le dire de même, hein, bien sûr. Jessica Spénard, qui est ici avec nous. On va pouvoir y parler tantôt. Également, qui est dans les forces d'armée. T'es-tu encore dedans ou t'es retraité toi aussi? Jeune retraité. Hey, tabarouette. Quand est-ce que je prends ma retraite, moi, Jean-Michel, ça? Je pense qu'il est trop tard, toi, là, pour je pense que c'est drette, hein? Ouais, non, mais je peux prendre ma retraite ici, je peux aussi? Non, pas tout de suite. Ah, OK, d'accord. Fait que vous avez vu, je suis un peu pogné, moi aussi. Les boys, commencez par Jonathan. Bon, tu as dit, ça fait 18 ans dans l'armée canadienne. Ouais. Bon, moi, je connais l'histoire, mais pour nos auditeurs, pour Jean-Michel, peut-être les gens autour de la table qui ne connaissent pas Jonathan Roy, ça part de où l'idée de vouloir s'enrôler là-dedans? Ça part de où? En fait, c'est un accident. J'étais pas supposé être militaire. En fait, dans mon plan de carrière, c'était aucunement ça. Moi, je voulais être policier. OK. Oui, je me souviens un peu. Oui. C'était un peu ça que je voulais tout au long de ma jeunesse. Quand j'étais adolescent, j'ai fait partie des cadets. Jusqu'à temps que je me fasse sacrer dehors du mouvement des cadets. Parce que selon l'officier en charge, le commandant, j'étais un bum qui ferait jamais rien de bon de sa vie. Okay. On le salue d'ailleurs. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ce soir-là, ma mère était bien insultée de ça. Elle était en tabarnak. Fait que elle servirait de bord. On est monté à Beauceville. Il y avait une unité de réserve là-bas. J'avais 16 ans à l'époque. Puis elle m'a dit c'est pas vrai que t'es un bum, que tu feras jamais rien de ta vie. Fait que elle est allée m'enrôler. Fait que c'est de même qu'à 16 ans, je me suis ramassé dans les forces. J'ai commencé dans la réserve. J'ai fini mon secondaire en même temps. Après ça, quand j'ai pogné en 2009, j'ai fini mon secondaire. Puis l'Afghanistan battait encore de plus belle à ce moment-là. Je me suis fait offrir, j'ai fini secondaire, j'avais été accepté en technique policière. Je commençais la session, puis au même moment, je me suis fait offrir de partir en mission en Afghanistan. Avec moi, pas plus grave qu'un autre. Hein? On y va. Il n'y en aura pas de problème, mais y aller, puis en revenant, je continuerai mes études, puis ça n'a pas été sans esti. Fait que c'est ça. Fait que à 18 ans, j'ai commencé mon entraînement pour partir en Afghanistan. 19 ans, fraîchement tourné 19 ans, j'étais en Afghanistan, les deux pieds dans le sable. Puis c'est pas mal là que ma carrière régulière a commencé. Puis ça a décollé, puis ça a jamais... ça vient d'arrêter. Jean-Nicolas, toi, 22 ans dans l'armée, ça part de où l'idée de s'en aller là-dedans? Y a-tu un background familial ou c'est un trip? Ou comment ça se passe? Ça part de hey, mon Dieu, ça revient à longtemps. Moi, j'étais jeune, je me rappelle d'être allé à l'Expo Québec. Exact. L'Expo Québec. Ouais, puis il y avait les trucks de l'armée qui étaient là. Exactement. Là, oui. Je trouvais ça vraiment, vraiment génial. Je disais, Colin, un jour, je me vois faire ça. L'uniforme, me parlait beaucoup aussi. C'est attirant. Oui, c'est ça, exact. C'est clair. Puis un peu comme Joe, moi j'ai commencé dans la réserve. Initialement, je voulais être ingénieur de combat. C'est mon fils maintenant qui est ingénieur de combat. Lui, sérieux? Oui, mon fils sert à Valcartier. Ma fille est policière, fait qu'on suivi papa quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'avais pas les yeux pour. Fait qu'ils ont dit non, ta vision est trop basse. Ouais, ta vision est trop basse parce que j'étais myope. OK. Fait qu'ils ont dit médical, ça te tente-tu? Oui, tu sais, paramédic, ça a l'air le fun. Fait que j'ai commencé dans la réserve là-dedans, puis moi, ça a pris quelques mois. J'ai dit, c'est clairement vers la force régulière que je m'en vais. Fait que ça, c'était en 2000. Fait quand je suis rentré à l'école médicale des forces canadiennes, il y a eu le 11 septembre 2001. Ouais. Oh oui? Ouais. Moi, j'étais là, on attendait pour faire la fameuse photo de groupe, puis les boss n'arrivaient pas. On se demandait qu'est-ce qui se passait le matin. Puis c'est là qu'on a su que les Twin Towers étaient tombés. Exactement. Fait attaquer, puis à partir de là, ça n'a pas arrêté. Dans mon cas,
J'ai fait plusieurs missions. L'Afghanistan, 2007. En fait, j'étais rendu quasiment avec un logement là-bas. Là. J'étais tellement rendu là souvent. Ouais, c'est ça. J'ai joint les forces spéciales. Fait que j'ai fait une grande partie de ma carrière avec les forces antiterroristes. Là, fait que ça a été une grosse carrière. Puis c'est une blessure qui a mis fin à tout ça là, en 2022. Là. Okay. En fonction de... Dans tes fonctions ou... Oui, okay. Oui, c'est une blessure d'usure, là, c'est mon épaule, là, fait qu'il y a une parachute, cette affaire-là. Là, fait que voilà, ça m'y fait... c'est une belle carrière, mais ça me permet d'avoir rencontré des gars extraordinaires puis d'opérer avec des gars vraiment géniaux, puis des filles. Oui, je vais faire regarder. Faut pas l'oublier. Mathieu Collin? Yes. Mathieu, combien de temps? 10 ans, toi. Tu as fait 10 ans. 10 ans dans les forces. Qu'est-ce qui t'a amené dans les forces armées? Un peu comme Joe, je voulais être pompier ou policier, puis j'avais peut-être pas nécessairement les capacités académiques. Après mon secondaire 5, j'étais juste saturé de l'école, puis je cherchais peut-être de quoi d'autre, mais ça a pris du temps. Là. Moi, j'ai fait un DEP en électricité, j'ai travaillé un peu dans la construction, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais. Je voulais de quoi qui bougeait plus, puis être plus impliqué. Puis après une séparation en 2015, j'ai dit, bon, moi, c'est là que j'y vais. Fait que là, j'avais 25 ans. J'ai tout lâché, j'ai tout vendu. Puis là, je me suis ramassé. Tu étais all-in? Je suis allé all-in. Je me suis inscrit. Puis quelques mois plus tard, là, j'étais à Saint-Jean. Puis ça partait à mon instruction. Après, rendu à Québec avec Cartier, ça a pris comme 6 mois. Puis je voulais vraiment comme performer. Puis vraiment me perfectionner, c'est ça. Ouais, okay. Fait que je me suis ramassé au platon de reconnaissance, qui est, dans le fond, la reconnaissance, c'est ceux qui vont être aux premières lignes pour aller voir l'ennemi puis donner de l'information en arrière, dans le fond, avant de faire une attaque ou comme ça. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait mon cours aussi back-à-back. Puis après, pas longtemps après, je me suis dit, bon, mais moi, je vais pousser encore. J'ai fait mon cours de tireur d'élite. Fait que, en fond, je suis allé faire un cours de tireur d'élite de à peu près 4-5 mois durant l'été. J'ai fait une sélection en première année, ça n'a pas passé parce que j'ai manqué un peu d'expérience. Puis la deuxième année, j'ai fini là, dans le premier tiers là, du cours, puis ça a été vraiment une belle expérience. Après ça, on s'est rencontrés, moi et Joe, on est allé en Irak. On a fait un déploiement en Irak pendant, pendant 5 mois. Dans le fond, on était là-bas ensemble. On avait un peu les mêmes tâches. Dans le fond, on déplaçait des gens d'importance pour aller à des réunions comme ça. Puis, dans le fond, c'est de là qu'on se connaît. Puis, après ça, en revenant, ben là, j'ai été tireur d'élite pendant le reste de ma carrière. Je me suis préparé longtemps pour aller faire une sélection, moi aussi, pour aller aux forces spéciales. Puis là, dû à un accident, ben, il a fallu que je change mes plans. Mais comme il dit, ben, ça amène d'autres choses, ça amène d'autres projets. Puis maintenant, je suis content d'avoir fait ça. Là, j'aurais pas aussi sûrement mes enfants là, parce que j'ai 2 petits gars en ce moment. Là, fait que c'est ça mon parcours aussi. Ah, mais c'est nice, c'est vraiment nice. Ouais. Moi, j'ai une question. Je connais un peu le feedback de ta réponse, Jonathan. Je vais te garder pour le dessert. Commencer par toi, Jean-Nicolas. Toi, tu as fait de la radio. Tu m'as dit que tu es habitué des micros un peu. Quand on débarque en Afghanistan ou en Irak, c'est quoi le premier feeling qu'un soldat vit? Je veux dire, on change carrément de mentalité. On le voit, nous autres, comme personne. Moi, Jean-Michel, on écoute les nouvelles comme tout le monde. On voit ça de loin. Mais c'est quoi le premier feeling qu'un soldat, quand il débarque? Ça frappe-tu d'en face de dire, OK, on est complètement ailleurs, là, il se passe de quoi ici, ou on est briefé à ça? Comment ça fonctionne? Ben, les entraînements sont vraiment bien faits, par exemple. On est entraîné, là, je dirais, presque 1 an à l'avance avant de partir. Surtout quand on fait des grosses missions comme l'Afghanistan ou l'Irak ou l'Afrique, on sait dans quoi on s'embarque. Il y a du renseignement. C'est sûr que du training, de l'entraînement, c'est pas la réalité. Fait que quand on arrive, moi, je me rappelle la première fois que je suis débarqué, c'est la chaleur qui m'a frappé. OK. Je pensais que c'est les turbines de l'avion qui étaient encore là. J'imagine que quand tu parles d'entraînement, là, juste pour préciser, l'entraînement physique, on sait, vous en avez régulièrement, mais l'année avant le départ, c'est pas tant ça. J'imagine que c'est vraiment 1 an de formation. Tu t'en vas en Irak, ils vont te former 1 an sur ce qui s'en vient. En Irak, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui va arriver. Puis ils vous mettent prêt à la réalité. Exactement. Ben, c'est des scénarios qui sont simulés pour nous amener le plus près possible à la réalité. Mais il n'y a rien dans une simulation qui est pareil comme la réalité. Oui, ben, c'est parce que c'est ça. Mais pas ce qui va arriver en réalité. Là, impossible. C'est ça, exact. Impossible.
nous, ça a frappé fort là, en 2007. Là, on a perdu beaucoup de collègues. Moi, j'ai perdu deux de mes collègues médicaux. On n'était pas une tonne là, dans le médical. Là, avec l'infanterie, là, quand ils partent avec un peloton, on est tout seul. Là. Fait quand on en perd un puis deux, puis en l'espace de quelques mois, c'est pas le fun, ça donne un grand coup. Là. Fait que c'est là qu'on dirait que la réalité nous ramène un peu. Mais il doit y avoir un stress. Là. Quand tu arrives là-bas, tu veux pas, vous êtes entraîné, ils vous préparent à ça un peu, mais vous êtes à Valcartier. On s'entend que ta vie n'est pas en danger à Valcartier, mais tu débarques là-bas, là, tu sais très bien que là, il y a un petit stress. Puis le même minding. Là, il faut que tu changes un peu ta façon de penser, j'imagine. Oui, mais non. Il y a un adage qui dit « train as you fight ». L'important, c'est de s'entraîner le plus près possible de la réalité. Fait que moi, quand je suis arrivé là-bas, dire que j'étais nerveux ou que j'étais stressé quand je partais en patrouille, non. Non, pas du tout. Même qu'au début, là, comme tous les jeunes soldats, tout le monde cherche le premier contact avec l'ennemi. On cherche ça. Moi, je m'en rappelle. Mon Dieu, après quelques mois, on n'avait rien fait encore. Ça n'a pas de bon sens. Je vous confirme que quand c'est arrivé la première fois, moi, j'ai eu mon premier décès là, sur mon premier contact. C'est un Afghan... un Afghan qui était avec nous. Là. On avait quand même des forces afghanes avec nous qui est décédé. Quand on est revenu, là, on a fait ouf, finalement. C'est pas tant ça qu'on cherche. Si ça se reproduit pas, on va être correct. Mais, exact, c'est ça. Mais ça se reproduit. Puis moi, j'étais un shit magnet. Fait que à chaque fois que je sortais quelque part, il arrivait de quoi, toutes mes missions, ça faisait 10 mois qu'il n'y avait rien eu. Il y avait un attentat. Ça tombait, OK, je comprends. Mais bon, fait que, c'est ça. Mais on s'habitue. Mathieu? Toi? S'habituer, ça va être un grand mot, j'imagine. C'est ça. Toi, Mathieu, te souviens-tu de ta première mission quand tu es sorti, quand tu es arrivé, c'est où? En Irak. En Irak. Aussi, quand tu es arrivé en Irak, ça a été un choc pour toi? T'étais-tu assez préparé? Je pose ces questions-là parce que pour le commun des mortels, on voit ça de loin. Hein? Fait que, on ne sait pas trop comment que ça se passe dans vos têtes, comment que vous êtes préparés à ça. Fait que je trouve ça important. Je trouve ça le fun que les gens voient. Il faut être prêt physiquement, mais psychologiquement, c'est là que ça va être le plus rough. Te souviens-tu, toi, quand tu as débarqué, ça a été quoi ton premier... Ça a été la même chose que Jean-Nic. Ça a été la chaleur de l'Irak. Ça a été incroyable. Là. C'est comme un coup de poing en face. C'était humide. C'était pas humide, c'était sec, mais c'était chaud. Là, on a pogné du 54 degrés. Là, sur, comment? 54. Puis c'était le record. Là. Nous autres, on est arrivés en mai. Là, ça commençait à être l'été là-bas pas mal. Là, fait qu'il commençait à faire chaud pas mal. Parles-tu du réchauffement de la planète là-bas, eux autres? Ah, écoute, avec toute la pollution qu'il y a là-bas, je te dirais que nous, nos efforts sont peut-être un peu moins d'accord. Puis tu sais, pour vrai, la 54, là, t'es pas en maillot pour en chest. Non, t'as ton kit, t'as ton habit de combat, puis tout, ça doit être l'enfer. Fait que oui, il fait chaud. Mais moi, j'ai été plus dépaysé, je te dirais, là, avec la population qui est quand même assez pauvre là-bas, puis tout en général. Je te dirais que ça a été un petit choc un peu d'acclimatation au début, mais c'est ça, au bout de la ligne, train as you fight, comme il dit. T'as pas le choix de rentrer dans ton élément. C'est ça, à un moment donné, je veux dire, tes skills puis tes entraînements en bac, fait que oui, t'es comme plus alerte un peu, là, t'es pas chez vous, fait que c'est sûr que c'est différent un peu, mais... C'est ça. C'est plus ça qui m'a marqué, moi, le changement d'environnement. Là. Tu passes d'une population vraiment civilisée à un endroit qui est un peu plus désertique, puis un peu plus pauvre, vraiment pauvre, en fait. C'est sûr. Puis plus pollué. Là, question niaiseuse, peut-être, là, mais quand vous partez de Valcartier direct là-bas, vous avez des arrêts un peu partout parce que ça doit pas se faire one-shot deal, là, j'imagine? Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement parler. OK, je comprends. C'est correct, c'est beau. C'est correct. Ça dépend des missions, ça dépend du théâtre, ça dépend de plein... Il y a plein de... OK, je comprends, c'est beau. Jonathan, toi, te souviens-tu de la première mission? Moi, je le sais parce que tu nous en as parlé quand même quand tu es revenu, mais... Oui, ma première mission en Afghanistan, c'était en 2010. C'était la dernière rotation de combat. Ça veut dire qu'on était les derniers à aller là pour se battre. Après ça, il y avait d'autres personnes qui allaient venir avec nous autres, mais pour dégarnir les camps, pour préparer le retrait des forces canadiennes à partir de 2011. Ce qui est spécial, c'est qu'on se connaissait pas dans le temps. Oui. Mais moi aussi, j'étais là. Oui, il n'y a pas longtemps. Fait que la dernière mission, c'est nous autres qui l'a faite, puis eux, ils étaient là aussi. On s'est rendu compte que justement la marraine de ma plus jeune fille, c'est une amie commune aussi, qui était en Afghanistan au même moment aussi, puis on se connaissait pas. C'est beau comment c'est drôlement fait. On dit que le monde est petit, mais l'armée est encore plus petit. Là. Oui, j'imagine. Parce que fait que toi, c'est ta première mission là-bas. Quand tu débarques, là, je connais ton caractère, je savais comment tu percevais ça, parce qu'on
écoute, tu nous en parlais un peu, on te voyait aller, mais c'était quoi ton premier feeling, toi, quand tu es arrivé là? Tu sais, t'es un petit jeune qui débute, qui veut, mais est-ce qu'on pogne il y a 2 minutes? Prends-tu un pas de recul? Ouais, finalement... Non, parce que de la façon que... Nous autres, de la façon de l'Afghanistan, comment ça fonctionnait, c'est que t'arrivais de nuit. Toutes les rotations, la majorité des gars arrivaient de nuit parce que c'était des vols tactiques, donc pour éviter de se faire tirer dessus, blablabla. Fait que les vols atterrissaient, puis c'était des vols tactiques, donc des atterrissages tactiques. Fait que tu passais du plafond à le tarmac en dedans de 30 secondes. Fait qu'imagine faire 15 000 pieds en dedans de moins de 30 secondes. Et shit, fait que ça descendait. Ça descendait puis ça décollait aussi. Je te garantis que... Ouais, c'est ça. Oui, si t'avais pas le mal de l'air, ben là, tu l'avais en sacrament. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que t'arrivais de nuit. Puis là, quand t'arrives, ben là, c'est toute la grosse préparation. Fait que là, t'arrives, t'as tous les briefings d'arrivée. Après ça, il faut que tu signes ton arme. Faut que tu prépares... Là, tu reçois tes véhicules. Fait qu'il faut que tu prépares tes véhicules. Fait que le premier 48-72 heures, si j'ai dormi 2 heures là-dedans, c'est bon. Ouais. Fait que t'as pas le temps de réaliser où est-ce que l'adrénaline doit être dans le piton aussi. Là. Veux pas. Non. Pas tant, non? Non, pas tant, parce que justement, tu as tellement de job à faire, tu es tellement focusé sur ta job à faire que tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Puis tu sais, pendant mon 72 heures, on a reçu des roquettes à Kandahar Airfield, puis c'était comme, bon, OK, ça arrive. Voilà. On entend une sirène, on entend le boom. It is what it is. Oh, on se disait aussi, quand les sirènes partaient, on se disait, ben, il est déjà tombé à roquette. Ouais, c'est ça. Il est trop tard. Si t'entendais la sirène péter, la roquette était tombée. Ouais, c'est ça. Fait que ça te donnait ton cue pour aller au Tim Hortons puis être le premier dans le fil quand ça rouvrait. Attends un peu, t'as parlé de Tim Hortons, toi, là? Oui, parce que, en fait, Kandahar Airfield, CAF, comme on l'appelait, c'est une ville. C'était carrément une ville. Il y avait un TGIF, Thank God It's Friday, c'était une chaîne restaurant. américaine. Il y avait un PFK, il y avait un Burger King, il y avait un Subway. Ouais, okay. Il y avait un boardwalk qu'on appelle. Il y avait plusieurs cafétérias de différentes nations. Il y avait, puis du côté, dans le compound canadien, on avait le Tim Hortons. OK. Fait que c'est ça. Fait que quand la bombe pétait, on s'en va aussi. Tout le monde se sauvait d'un bunker. Nous autres, on partait puis on allait se mettre dans le film pour quand ça rouvrait. OK. Vous étiez... Ouais. Fait que pour revenir à ta question, non, quand t'arrives, t'es pas sur l'adrénaline, t'es pas stressé, t'es focusé. OK. T'es focusé, t'as un job à faire, puis ça va tellement vite, puis le monde te garoche des informations parce que eux autres, le but, c'est que tu ailles remplacer les gars que ça fait déjà 6, 7, 8 mois qu'ils sont là pour qu'eux autres sacent le camp puis qu'eux autres aillent décompresser. Puis que toi, tu commences ton chiffre. Puis, de toute façon, tu es là puis tu as hâte d'aller faire ton chiffre. Fait que, tu sais, l'Afghanistan, c'était beaucoup ça. L'Irak, c'était d'autres choses. On était plus là en soutien. Mais, l'Afghanistan, c'était beaucoup ça. Puis, tu sais, comme les gars disent, la chaleur, peu importe où est-ce que tu vas, à partir du moment que tu es au Moyen-Orient, là, c'est un coup de poing d'en face. C'est un coup de pelle d'en face. Est-ce qu'on finit super s'habituer à ça? Je veux dire. Par la chaleur, oui. Oui. Okay. On mène sur ton corps s'habitue avec tes. Tout ce que tu as de grammes sur toi. Puis tu sais, dans le temps, j'avais 19 ans, tu te souviens à peu près à quoi je ressemblais? Là? Oui. Je pesais 120 livres. Okay, là, en ce moment, je suis rendu à 190. Ouais, qu'on se parle, là. Faut que j'en parle un peu. Mais tu sais, j'étais 120 livres, puis avec tout l'équipement que j'avais, moi, j'étais mitrailleur C9 à ce moment-là. Fait qu'avec tout mon gear, je rajoutais quasiment un 100 livres de plus. Fait que j'avais à peu près mon poids corporel sur mon dos, en plus la chaleur. En plus, ben là, on dort pas beaucoup parce que life is life, tu sais, là-bas. Fait que tu dors pas. Fait que, tu sais, c'est un gros... Nous autres, on était là 8 mois. Fait que c'est un gros 8 mois taxant. On se le cachera pas, c'est taxant. Même si, il y a des gars qui n'ont jamais rien vécu là-bas, puis tant mieux pour eux autres, puis je suis content pour eux autres, mais ils reviennent, puis il y a une fatigue et corporelle et mentale. C'est sûr. Qui vient avec peu importe ce qui se passe. C'est ce que je disais un peu tantôt. Moi, j'imagine, c'est ça, c'est le psychologique. Là, maintenant, que c'était pas tant fatigué physiquement, mais psychologiquement, puis mentalement, maintenant. Là, mais tout vient ça doit ensemble. être drainant, là, quand que. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour les familles aussi à la maison. Oui. Quand on vient à la maison, là, nous, on est partis 8 mois. Là, la vie a continué ici. Là. Fait que quand on revient à la maison, il y a aussi cette réadaptation-là.
Oui. Ça, c'est pas toujours facile. Tantôt, Matt parlait de divorce. On est à peu près on a à peu près tout un là, notre actif. Là, ça prend des conjoints des conjoints qui comprennent la réalité. Vraiment. Ouais. C'est quoi la vie d'un soldat quand on s'en va là-bas? Son day-to-day. Admettons que pas... On oublie, là, en mode alerte, comme vous dites, il y a des sirènes, mais admettons qu'une journée banale d'un soldat là-bas, comment que ça se déroule? Vas-y, toi, t'aimes ça parler. Vas-y, Jean. Oui. Tu sais, les gens ont la conception qu'on se fait toujours tirer dessus autant les roquettes, mais ça, c'est ça, c'est des films. Ça, c'est dans les films. Oui, on va aller patrouiller, on se prépare pour des patrouilles. Sinon, on a des gyms, il y a des places justement pour aller relaxer. L'Afghanistan est un peu différent parce que en 2007, 2008, 2009, on était plus retardé un peu par la technologie. Fait qu'on n'avait pas nécessairement le Wi-Fi comme on a aujourd'hui. On avait 20 minutes de téléphone par semaine. Oui, je me souviens. Puis des fois, c'était pas facile. Non, c'est ça. C'était 20 minutes de téléphone, puis des fois, ça coupait, puis on était une couple de jours sans se reparler. Puis là, je me souviens au fait que tu nous avais appelé un moment donné. Oui, justement à Noël, puis il a fallu que ça coupe plus rapidement un peu. Fait que, ça, c'est aussi très taxant pour la famille. C'est extrêmement taxant. Je me souviens, justement, ma mère, je parlais au téléphone avec, puis un moment donné, ça a coupé, puis c'était une couple de jours après, c'était la première fois que l'armée faisait un exercice en Beauce. Puis il y a un char qui a arrêté, un véhicule vert de l'armée, qui a arrêté devant la maison de ma mère. Puis elle était certain que c'était pour annoncer quelque chose. Elle pensait au pire. Là. Que moi, je revenais pas. Puis je me souviens, ça a pris quand même quasiment 2 semaines avant que je la rappelle, là, le temps que ça se calme puis tout. Puis quand elle m'a dit ça, elle me dit, je me suis assis en avant de la table, puis tu sais comment c'est fait chez nous. La table fait face à la porte d'entrée. Puis elle s'est mise faire au bout de la table en regardant la porte d'entrée jusqu'à temps que mon père rentre à la maison. Fait que, c'est extrêmement taxant. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Puis j'imagine que c'est ça, quand tu as un conjoint, une conjointe qui t'attend à la maison, pas facile non plus. Tu sais, t'es loin, tu t'ennuies. Si t'as des enfants à travers ça, c'est pas facile. Oui. Toi, Matt, ton day-to-day là-bas, c'était quoi? T'amenais-tu des jeux de parchésie, des jeux de cartes, backgammon? C'était assez varié, mais c'est sûr qu'on avait... nous autres, on avait des moves, fait qu'on se déplaçait avec des véhicules blindés en convoi et tout ça. Et comme il dit, quand c'était le temps de bouger, on bougeait, puis ça pouvait prendre des journées complètes, comme ça pouvait prendre une demi-journée, mais il y avait un gym là-bas qui... C'était pas mal notre activité principale, là, aussi. Se garder en shape. Ouais, puis le soir, il y avait du hockey quand le soleil se couchait. C'était le seul moment qu'on pouvait pas mal être à l'extérieur, faire de l'activité, parce que sinon, c'était pas mal chaud, mais c'est ça. Sinon, on a eu la chance d'avoir du Wi-Fi un peu. C'est sûr que le Wi-Fi de l'Irak, c'est tel que tel, là. Mais on a réussi quand même à se divertir un peu plus, puis c'était vraiment différent, là. C'était pas comparable, mais... J'ai vraiment aimé mon expérience quand même là-bas. Puis c'est ça. Mais c'est pas mal la même chose. On se préparait. Quand on avait nos calls, on savait la veille pas mal qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain. Puis on partait, briefing, on s'habillait, puis la journée commençait. Là, on va demander à Jessica qui va venir se joindre à nous parce que je vois le temps passer. Puis si on veut parler du fameux projet pour lequel vous êtes venu, entre autres, je veux qu'elle vienne nous jaser parce que Jessica Spinard, qui est la photographe officielle aujourd'hui, mais qui a fait de l'armée également. Bonjour Jessica, comment ça va? Bonjour, ça va bien vous-même? Oui. Dis-moi, laisse-moi le vous, tu peux m'appeler Jason. Jason, Jean-Michel. Jessica, combien de temps que tu étais dans l'armée, toi? Moi, seulement 4 ans. OK. J'ai plus été... Moi, l'armée a eu un autre impact dans ma vie. Moi, je suis un enfant de militaire. J'ai été conjointe de militaire aussi et j'ai été militaire. Fait que tu connais les rôles, le background. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça a été plus niveau militaire. Mon expérience militaire en soi a été super. Ça a été quand même très doux. Moi, j'ai pas été en mission, j'ai pas eu la chance de déployer. Mais enfant, ça a été un petit peu plus dur pour moi, là. Mon père, lui, est en Bosnie, puis plusieurs fois, il est revenu différent. Fait que je peux comprendre l'impact au niveau des femmes et des enfants. C'est quand même pas facile. Ils ont leur propre combat aussi, les familles. Au niveau... Ça doit être terrible. Parce que tu essaies de comprendre, mais tu comprends pas tellement. Puis moi, l'armée, c'est vraiment pour ça que moi, je suis rentrée dans l'armée. Moi, je voulais comprendre mon père. J'aime ça. Oui, je voulais comprendre ses réactions parce que son recul, tu sais,
j'ai 30 ans, là, je suis pas... mais il y a 30 ans, le PTSD ou c'était pas quelque chose qui était reconnu par l'armée. C'est vrai. Moi, mon père, c'était pas question que ça n'avait pas rapport, là, tu sais, ces symptômes, ça n'avait pas rapport aux missions, c'était juste de même, puis il n'y en avait pas de problème, mais on était impactés d'une certaine façon, moi puis ma soeur. Puis moi, à 19 ans, j'ai toujours été très près de mon père, mais il y a toujours eu un genre de blocage. Puis j'étais comme, OK, moi, je vais rentrer dans l'armée, puis je vais aller voir c'est quoi l'armée. Parce que Tu comprenais pas le bout pourquoi il y avait un blocage, hein, c'est ça? Hein? C'est ça. Je comprenais pas pourquoi il était pas capable de nous parler, puis pourquoi aussi il voulait déployer. À un certain point, moi, mon père, l'Afghanistan, justement, il n'a pas eu la chance d'aller en Afghanistan, puis ça l'a vraiment frustré. Il était fâché parce qu'il essayait, il demandait de partir, et moi, ça me fâchait. Puis je me disais, mais voyons, pourquoi tu veux partir? Tu sais, tu as la chance de ne pas partir. Il était rendu sergent, puis plus qu'on monte dans les rangs, moins qu'il y a des positions. Puis il était tellement fâché que sa colère se revirait contre nous. Puis je comprenais pas pourquoi il voulait autant déployer, mais en ayant été dans l'armée, j'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, dans l'armée, on se sent dans un cadre, on se sent dans une grande famille, puis on veut aider parce que notre partner aussi vit la même chose que nous, puis on veut déployer avec lui, on veut l'aider, mais je pense que des fois, la famille écope aussi à un certain point. Puis dans le fond, c'est pratiquement involontaire. Parce que, comme tu dis, ils ont tellement vécu de choses en mission, peu importe. Puis, comme tu dis, ils sont drillés. Comme à un moment donné, ils veulent vous protéger, ils veulent pas vous exposer le problème. Tout à fait. Puis ils se bloquent. Puis à un moment donné, quand tu comprends pas, c'est de la frustration qui embarque là-dedans. Tout à fait. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fait un gros step au niveau du PTSD parce que moi, quand j'étais dans l'armée, en tout cas, on en parlait beaucoup. Là, on a beaucoup de formations sur la santé mentale. Fait que les militaires, je pense, ils se sentent plus acceptés s'ils ont un problème ou quoi que ce soit. Les gens ont beaucoup plus d'ouverture qu'avant. Avant, je pense que à l'époque, en tout cas, début 2000, où c'était très... mais c'est vrai. Puis ça, on parle de l'armée, mais on vit ça aussi avec les camionneurs. Certains camionneurs qui ont des suicides par truck, par camion. Le vivre, le choc. Mais ça fait pas vraiment des années que la SSPT a été créée justement pour aider les camionneurs, mais dans votre cas, c'est un peu la même affaire. Ça fait pas longtemps que je pense que c'est accepté plus par la population, monsieur, madame, tout le monde, qu'on comprend ce qui se passe, puis que c'est vrai, puis ça a tout le temps surtout existé, le masculin, dans les débuts de l'armée, oui, il y avait des femmes, mais beaucoup plus d'hommes. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, les hommes ont toujours un petit peu plus de difficulté à déployer leurs émotions. Je pense qu'il te trouve solide. Hein? Moi aussi, je la trouve très bonne. Mais aussi, moi, mon conjoint ici, c'est un ancien militaire. Il a déployé et tout. Et en ayant été dans l'armée, moi, ça m'a permis de mieux le soutenir. Moi, je pense que j'aurais pas été une bonne femme pour le soutenir n'ayant pas connu. Oui, mais c'est exactement ce que tu dis. Mais c'est pas que tu n'aurais pas été une bonne femme. Je pense que tu as arrêté la personne que tu es parce que tu connais pas les derrière de tout ça. Quand tu es dans l'armée, quand tu es impliqué, tu sais c'est quoi. C'est comme Jean-Michel dit, un camionneur qui sort avec une femme qui connaît pas l'environnement d'un camionneur, peut-être que ça va le frustrer pour bien des choses. Oui. Mais quand tu es dans l'environnement, tu sais c'est quoi, tu as un pas de recul. Tu es capable de comprendre, OK, là, il arrive de mission, ça a brassé solide, c'est des médias partout. Je pense que je vais lui donner le break qu'il a besoin, puis je vais être là pour l'épauler. Mais quand la madame ou le monsieur qui est dans la maison, lui, il ne connaît pas ça, là, tu as pas aux affaires, des choses à changer, on va souper ses beaux-parents ce soir, tu vas pas... c'est pas de même que ça se passe. C'est aussi le retour de mission parce que personnellement, pour moi, quand mon chum est revenu, moi, j'étais habituée avec mon enfant tout seul, chill, on s'était habitué à une routine à deux. Puis là, mon chum est revenu, puis... C'était pas autant les feux d'artifice qu'il pensait peut-être ou que l'inverse. Puis je pense que ayant l'expérience militaire, c'est très... peut-être qu'il y a d'autres sphères de vie mais moi, je pense que l'armée, c'est vraiment unique. C'est sûr. Puis... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Là. Tu l'expliques. Non, mais tu l'expliques bien. C'est très, très, très solide. C'est très précis ce que tu dis. C'est dur à décrire parce que c'est une émotion qui se vit... D'après moi, non, t'as raison. Ça se vit pas ailleurs vraiment. Peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui est vraiment spécial à vivre. Puis il faut être prêt à ça. Puis je peux comprendre des femmes comme moi. Ma mère, elle était vraiment pas
prête à ça, là, de vivre ce genre de choses-là. Puis moi, j'ai vu ma mère traumatisée de beaucoup de choses. Puis je m'étais dit, mon Dieu, c'est terrible, l'armée. Puis c'est vraiment ça, moi, qui me poussait à dire, moi, je vais aller voir c'est quoi. Tu sais, je vais aller démystifier qu'est-ce qui se passe dans l'armée pour que ce soit aussi... Tu sais, l'interprétation de ma maman, c'était vraiment pas la même chose. Fait que finalement, c'est ça. Moi, ça a été comme un traitement psychologique. Ça t'a aidé beaucoup. À accepter mon père comme qu'il est aujourd'hui. Ben, je trouve que c'est un beau message que tu envoies aux gens parce que pour vrai... Vu de l'extérieur, du commun, je vais me prendre un exemple. Là, moi, je sais parce qu'on a eu la chance d'avoir Jonathan qui nous l'a fait vivre à travers nous autres, à travers de ces missions qu'ils ont faites, fait qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Mais je sais que quand tu passes par là, il y a des traumatismes qui sont rattachés à ça, veux pas. Fait que on est mieux positionné pour comprendre. Il n'y a pas de jugement parce qu'on sait par où ce qui a passé. J'ai des chums qui ont été dans l'armée aussi. Mais le monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas ça, qu'il n'y a pas personne dans la famille immédiate ou proche qui ont été dans l'armée, des fois, il y a un jugement qui s'installe sans le vouloir. C'est pas méchant. Mais qu'est-ce qu'ils ont chiolé? Les autres s'en vont là-bas. Non, ça ne marche pas de même. Là. C'est quelque chose. Ou qu'on entend, elles sont au Québec, elles sont avec le quartier, il ne se passe rien. Attends une minute. Mais l'année passée, il est parti. Il y a 3 ans, il est parti, puis ça il trotte encore dans la tête, par exemple. Fait que, il y a aussi tous les entraînements militaires aussi. Tu sais, les déploiements, c'est une chose, mais tu sais, Wainwright, c'est long pour la famille, ça peut créer, peu importe il y a toujours des petites affaires dans l'armée qui font que un départ, c'est compliqué. Pour ce reset pour la famille. Pour la famille, c'est tough. Tu as raison. Je me souviens de la première fois que Jonathan est parti. Je l'ai encore dans l'image. Ouf, que ça n'a pas été facile pour vous étiez personne. beau au restaurant. Oui, J'ai encore les photos. Oui, hein? Il y avait des belles faces rouges. C'était de toute beauté en tabac. Hey, Jessica, merci beaucoup de ton témoignage. C'est vraiment... félicitations. Merci beaucoup. Félicitations parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui là, qui ont fait OK, ouais, là, on vient de pogner 2 minutes, nous autres. Je pense qu'on va évoluer là-dedans. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Écoute, on les a invités pour quelque chose, mais je trouve ça le fun. Puis je pense qu'on pourrait faire 2 heures de temps facile. Ben oui, parce que tu sais, veut pas, chacun a son histoire. On va y réinviter, c'est plate, mais ils vont être heureux d'en revenir. Chacun a son histoire, puis c'est des affaires intéressantes. Mais c'est le fun. Là, vous autres, vous avez décidé d'avoir un beau projet, puis je trouve ça nice. Jonathan, tu nous avais laissé glisser un mot avec nous autres. On en avait entendu parler, mais on ne savait pas où ça allait s'en aller. Là, vous avez décidé de faire un projet commun. Puis je trouve ça nice. La page Facebook a été lancée cette semaine, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Qui veut nous en parler? Jonathan, c'est toi le maître d'œuvre derrière tout ça. En fait, corrige-moi si je me trompe, le projet que vous mettez en place, ça va venir aider des ex-soldats, des soldats qui ont vécu des traumatismes ou des soldats qui... peut-être ont besoin d'une transition plus facile, plus harmonieuse. Fait que vous avez décidé de partir comme un ranch pour d'hébergement de chevaux. Puis les gens vont pouvoir venir faire comme une zoothérapie, dans le fond. Oui, ça va en faire partie aussi. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Là, en ce moment, on va commencer du début. Oui, vas-y. On va commencer de comment que ça m'a germé dans la tête jusqu'à ce qu'on est rendu aujourd'hui. Dans le fond, ce projet-là m'est venu en tête quand, là, 2 ans et demi, quand je me suis fait arrêter par le médical. Je me suis fait, à ce moment-là, j'étais en dépression majeure. Plus tard, je me suis fait diagnostiquer avec un syndrome de post-traumatisme. Quand je me suis fait arrêter, je roulais à 200 000 à l'heure. Je faisais des heures de fou, je faisais du... Je ne suis pas pour faire pleurer personne. Non, mais c'était ton minding. Très tôt le matin à très tôt le soir, même que je délaissais beaucoup ma famille parce que j'étais tout le temps au travail, tout le temps en exercice, tout le temps en train de ci, ça. J'avais un poste de superviseur, fait que mon téléphone arrêtait jamais non plus. Fait que à la maison, ça vient lourd. Puis c'est ça. Fait que du jour au lendemain, quand je me suis fait arrêter, j'ai passé de je roule à 100 000 à l'heure sur l'autoroute à je fesse un mur, je me crisse sur le parking brake. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis tu sais, quand je dis qu'il n'y a plus rien, là, je me suis ramassé sur mon divan à être pareil comme une plante verte. Je respirais, puis c'était à peu près ça. T'sais, c'est ma femme qu'il fallait qu'il me rappelle de me lever, de boire de l'eau, d'aller me laver, d'aller me coucher. On avait un enfant, ma plus vieille avait 1 an et demi-ish à peine. Puis du jour au lendemain, ma blonde venait de se ramasser avec un autre bébé. Là. Puis, toi, tu étais vraiment sur le pilote automatique. Là.
Pire que le pilote automatique. Okay. C'est le pilote automatique, au moins tu sais où c'est que tu t'en vas. Ouais. Moi, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. J'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce qui se passait. J'avais aucune idée. J'étais à peine spectateur de ma propre vie. OK. Fait que c'était vraiment ça. Au point où que je me suis rendu à avoir un plan pour me suicider. Je savais comment le faire. J'avais les moyens de le faire. Puis tu sais, juste pour vous le dire, là, j'ai eu plusieurs opérations dans ma vie. Fait que on avait des narcotiques pour des morphines, dilodide et satlic. Puis je suis une personne qui est quand même tolérant au mal, fait que je prenais des pilules, mettons la première journée, deuxième journée, le reste, ça allait dans la pharmacie puis ça attendait là. De toute façon, tu m'as déjà vu à l'hôpital. Oui. Tu sais à quoi je... Oui. C'est à peu près comme ma tolérance aux médicaments. Fait que, ça restait là. Fait que cette journée-là, je savais exactement quoi prendre, quel mélange prendre, avec quoi le prendre, pour que j'aille me coucher puis que jamais je me relève. J'en avais assez pour... mauvaise allusion, là, mais j'en avais assez pour tuer un cheval. Ouais. Cette journée-là, quand ma décision était prise, je me suis dit, bon, m'empoigner mon chien, je vais aller me promener en char, mais que je revienne, c'est là que ça va se faire. Fait que je suis parti en char. Dans le temps, j'habitais au lac de l'Âge. Je suis allé me promener dans le coin de lac Beauport. Puis dans un rang, j'ai vu des chevaux qui étaient dans un champ. Je me suis dit, bon, m'arrêter, je vais aller voir. Fait que je me suis arrêté, je suis allé dans le champ, je me suis assis à terre. Puis les chevaux étaient loin un peu, je me suis dit, bon, m'en m'asseoir. Puis en m'assisant, les chevaux sont venus me voir. Je les ai pas appelés, rien, je les ai pas... Ils sont venus vers toi directement. Oui. Pareil comme s'ils savaient s'il y avait Ils ont quoi. capté une énergie, ils ont dit, il se passe de quoi. Puis là, ils sont venus, ils sont juste restés autour de moi, curieux ou... je sais pas, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Puis ça m'a fait réaliser que dans le fond, j'avais pas le goût de partir. J'avais le goût de dormir, mais j'avais le goût de me réveiller. Fait que quand je suis revenu à la maison, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, regarde, pogne ça, fais-le disparaître, parce que si je mets la main dessus, c'est terminé. Puis là, ma femme les a pris, elle comprenait très bien. T'sais, ma femme est dans le milieu médical, fait qu'elle comprend très très bien de ce qui se passait. Puis c'est à partir de là que l'idée a commencé à germer. Fait qu'on a commencé, par la suite, j'ai recommencé à travailler un peu, j'ai refait des affaires, j'ai refait une rechute par la suite. Mais le côté suicide s'était mis complètement de côté parce que j'avais cette idée-là un peu en background. Fait que... excuse. Fait que c'est ça. Fait que plus tard, quand que je me suis fait réarrêter pour une deuxième fois pour me faire dire, là, c'est fini. Là. Ta carrière... ça vient de s'arrêter là. Ça s'arrête là. Puis, c'est un gros pas. C'est un gros pas pour un militaire de l'accepter. C'est un gros step. Mais quand tu l'as accepté, ben tu commences à mufler. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher, ma femme puis moi, un écurie pour justement comme, mettre les bases de ce projet-là. Fait que là, on a fait un peu. Après ça, Matt est venu me contacter parce que j'avais déjà fait quelques démarches sur Facebook. Puis, oui. Fait que ça. Matt est venu me voir, il m'a dit, hey, finalement, ton projet, ça marche-tu? Je voudrais trouver une place pour faire du bénévolat, tout. À ce moment-là, je ne l'avais pas encore. Fait que là, il est embarqué avec nous autres. Puis après ça, plus tard, j'ai rencontré Jean-Nic dans un autre événement. Que là, c'était... Tu as parlé de ça? On avait discuté un peu autour d'une bière, à peu près comme on fait là. OK. Il n'y a pas de bière ici, là? Non. Pas de bière, toi? Fait que... C'est la bonne bière. On en parlait d'ailleurs. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait choisi un peu ce soir-là. C'était une soirée caritative pour un gars, justement, des forces, que sa blonde est décédée, puis qui a donné naissance à un enfant. OK. C'était un gros, puis les gars ont vraiment fait une belle soirée, puis c'était vraiment top. Fait qu'on avait un peu discuté un peu, mais c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne place. Par la suite, on s'est rencontrés. Là, les gars m'ont dit, OK, il y a vraiment de quoi à faire. On fonce. Fait que j'ai sacré ma blonde dehors du projet, j'ai remplacé les gars. Non, c'est une joke, mais mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour... Toi, Matt, quand Jonathan te parle, ben toi, tu l'as vu passer au travers des réseaux sociaux, j'imagine. Oui, c'est ça. Quand tu as contacté Jonathan, c'était comment tu perçoivais ça? Comment tu t'as vu le projet? Est-ce que tu
t'es senti interpellé par ça? En fait, j'étais dans le même esprit d'état d'âme que Jonathan. Là. Moi, avec, je venais d'être arrêté, puis ma carrière elle se terminait là à cause de l'accident. Fait que moi, avec, là, j'avais comme tout perdu du jour au lendemain. C'était 100%, genre à 100 000 à l'heure, à zéro. Fait que c'était littéralement la même chose. Fait que je pense que ça a fait qu'on a bien connecté là-dedans. Puis c'est ça, je cherchais un endroit justement pour faire du bénévolat parce que je voulais m'éloigner de la base, puis vraiment faire la coupure là, entre les militaires. Puis je trouvais que tout ce qui était animaux puis équestre, je trouvais ça vraiment... c'était vraiment un beau projet. Fait que quand j'ai parlé de ça, il m'a dit que ça n'avait pas abouti, mais que dans le fond, il était intéressé encore. Puis moi, je cherchais un projet pour m'investir. Là. Je cherchais de quoi pour sortir après les forces. C'est ça, avoir un après. Là. Ouais. Toi, Jean-Nicolas, quand que tu as été mis au courant, au parfum de ce qui se tramait comme projet, ça vient te chercher aussi? Oui. Tu as un intérêt pour ça? Oui. Ben, tu sais, vous avez entendu l'histoire de Joe, là. Tu sais, ça peut pas te toucher, là. Tu sais, quand quelqu'un te raconte ça, tu fais OK, tu sais, il y a quelque chose là. Moi, dans le domaine médical, comme clinicien, plus de 50% de ma clientèle était de la santé mentale. Beaucoup de militaires, puis justement, cette transition-là est vraiment pas facile. Moi, je l'ai vécu, là, j'ai pas pris de congé, puis j'ai parti d'une job, puis j'en ai pris une tout de suite quand je suis sorti des forces. Ça a été une erreur. Il faut savoir arrêter, puis il faut savoir faire cette transition-là. Ce que moi, j'aime du projet, mis à part les chevaux et tout, parce qu'on est heureux, on aime ça, là, c'est le positivisme. Fait que, on est beaucoup dans la lourdeur. Hein, quand on parle de SPT, absolument, beaucoup dans la lourdeur. Puis nous, on veut ramener quelque chose de super positif avec ça. C'est de remobiliser les gars et les filles puis dire « Hey, vous étiez capable de faire quelque chose, mais ça n'a pas changé. T'sais, vous êtes capable encore. Fait qu'on va vous amener à faire des expériences puis à se redécouvrir puis à se dire « Hey, ouais, regarde, on est encore utile. » Parce que tout le monde qui a servi a le sentiment de servir puis d'avoir été utile. Puis quand on sort, c'est là... sûr. Ouais, puis tu sais, je trouvais ça intéressant tantôt, vous avez parlé des camionneurs qui vivent le SPT suite à un suicide sur un camion, quoi que ce soit. C'est pas exclusif à nous, hein, le SPT. Non. Fait que, oui, là, on se lance avec les vétérans, mais éventuellement, c'est de dire, tout le monde qui vit ces difficultés-là, ben, vous n'êtes pas tout seul. Puis c'est de créer, justement, ce côté-là super positif où qu'on se remobilise en gang, qu'on se dit, hey, regarde, on est vraiment fort, on est capable. Là. Fait que c'est le côté qui est vraiment allé me chercher quand j'ai parlé avec. Puis quand je parle avec les gars, on est tout le temps content, tout le temps heureux, tu sais. Ouais. Fait que c'est super positif, c'est vraiment cool. Le projet consiste à quoi? En gros, c'est d'aller chercher, puis mettons la crowd principale en ce moment, c'est d'aller chercher le monde qui vont être les militaires qui sont encore en service, mais qui vont s'en aller vers une transition de la vie civile. Ou en ce moment, il y a sur la base, on appelle ça le PRAS, fait que le programme de retour au service. C'est là où est-ce que moi, j'ai failli mourir. C'est là où est-ce que du jour au lendemain, il t'arrête. Le médecin ne veut pas mal faire. Il veut vraiment t'aider. Sauf que je trouve que le moyen est peut-être pas optimal. Drastique, il est trop drastique. Ben, oui et non, parce que ils veulent t'aider, sauf qu'ils n'ont pas les moyens pour. Ils disent, OK, aide-toi demain matin, c'est fini, tu restes chez vous. Mais tu es habitué de revenir à 1000 à l'heure. Voir du monde, travailler, faire ta routine. Puis l'autre moyen qu'ils ont, fait, ben OK, regarde, on va te prendre, mais tu vas aller au gym ou tu vas faire des demi-journées ou le gars, c'est pas nécessairement ça qu'il a besoin. Il a besoin de décrocher, de se poser, de prendre 2 minutes, mais de continuer à se mobiliser, de continuer à se sentir valorisé, de continuer à se sentir utile. Fait que c'est là où est-ce que nous autres, on veut venir combler le gap. Fait que les gars, je veux que ça donne un outil de plus et à la base pour commencer, puis par la suite à plus grand. Fait que tu sais, ils vont pouvoir dire, regarde, arrête, mais va voir ces gars-là. Va prendre un café avec eux autres, va voir du monde, va pas nécessairement recommencer à travailler, mais continue à te mobiliser, continue à faire attention à toi, continue à faire attention au monde. Mais en changeant un peu la mentalité. Oui, de en dire, relaxant, en te posant. C'est ça, parce que, comme tu dis, tu as l'impression d'être inactif, donc tu as l'impression d'être... c'est pas invalide, mais tu
Ah, tu deviens complètement invalide. Oui, invalide, je veux dire, inactif, tu n'es pas une bonne personne pour la société parce que tu fais rien. Tu te dis, voyons, je fais quoi? Là? En allant vers votre projet, mais là, cette personne-là va dire, OK, j'ai un sens, j'ai une valeur, je peux apporter quelque chose, puis ça va m'aider, puis ça va me changer aussi les idées, le minding de ça. Là. Fait que ça, c'est la première partie du projet. Fait que ça va être de vraiment venir combler ce gap-là pour... J'ai perdu 2 de mes chums de même. J'en ai perdu un quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Lui... justement, il s'est fait arrêter. 2 semaines après, on l'a trouvé pendu. J'en ai trouvé un autre site que lui, il s'est tiré. Okay. Je ne veux pas le dire autrement. Non, c'est... Mais c'est ça. Fait qu'il s'est tiré. Fait que j'ai failli être le 3e là-dedans. Et puis les 3, c'était ce gap-là. C'est exactement le gap qu'on veut aller combler dans une première partie. Après ça, là, on a la partie vétéran. Fait que ceux qui sont déjà sortis, là, on va... Jean-Nic, tu vas vouloir plus en parler. C'est plus ton dada, là. Ouais. Vas-y. En fait, c'est ça. C'est l'autre partie avec le ranch, il y a ce qu'on appelle les retraites. Donc, c'est dire à ces vétérans-là, regarde, vous êtes capable même de vous dépasser encore plus. Fait que c'est vraiment d'amener, de partir sur le terrain, là, avec les chevaux, en camping, mais tu sais, super rustique. Là, on se la joue vraiment là, à l'ancienne mode, mais tough. Okay. Il n'y a pas de micro-ondes. Là. Non. Pas de Wi-Fi, pas de micro-ondes. Mais c'est la reconnexion en réalité. Exactement, c'est ça. Puis c'est quand on finit ce type d'activité-là de 2 nuits ou de 3 nuits, après on se dit, hey, tabarouette, je suis vraiment capable de faire quelque chose qui est encore plus tough que je pensais. Fait qu'il va y avoir ces retraites-là. Avec les retraites, il va y avoir des intervenants avec nous, travailleurs sociaux, qui vont venir là pour justement avoir un peu le côté où on va partager. T'sais, on est dans la réflexion, on est dans le partage aussi, mais toujours avec l'esprit positif de dire, regarde, on t'en gap qu'on est capable. Fait que ça, c'est l'autre partie qui va être vraiment là, en aide aux vétérans puis aux gens qui sont aux prises avec différents problèmes. Là. On parle de SPT, mais ça peut être n'importe quel type de problème, soit en santé mentale ou même physique. Là, on va adapter vraiment le ranch à notre clientèle. En fonction de la clientèle. Peu importe le problème que le soldat ou la soldate qui va sortir des forces ou qui veut rester dedans, mais il y a une transition à faire, vous allez te prendre, vas-y, garde-toi, OK. Cette façon-là, on va être capable de te changer de mood puis te ramener. C'est un peu ça. Oui, puis moi, j'ai des collègues qui font ça dans l'Ouest. Le ranch FNV, qui est pour Facta Non Verba, qui est les faits et non pas les mots. C'est ce que ça veut dire. C'est la devise des forces spéciales. Mais on n'a rien pour les francophones. Fait que ça, c'est pas facile parce que les 22, il y en a qui disent pas un traître mot d'anglais. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas accès à ce type de choses-là. Mais nous, on s'est dit, hey, on a les moyens de pouvoir offrir quelque chose comme ça, puis ça fonctionne tempête là-bas. Avez-vous de l'aide? Je veux dire, là, c'est un projet que tu as parti embryonnalement, là, ça a pris de l'ampleur. Avez-vous de l'aide? Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main et disent, hey, Criff, oui, sérieux, on aurait besoin de ça? C'est sûr que Jessica, elle a embarqué tout de suite à pieds joints dans le projet. Puis Jessica, je pense, c'est un bon exemple là, de gens qu'on veut s'entourer. Je confirme l'avoir entendu parler. Oui, mais ça. Mais non, c'est ça. C'est sûr que l'organisme à but non lucratif va être 100% par des dons et des subventions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, on s'est fait un GoFundMe pour recueillir des dons parce que majoritairement, les dons vont couvrir tous les frais des chevaux, s'acheter des chevaux. Ça va être... acheter le ranch, j'imagine? On va vraiment séparer les deux. Éventuellement? Oui, c'est ça. Dans le fond, le ranch va être vraiment comme une entité, puis l'organisme à but non lucratif va être au ranch. On achète le ranch pour avoir un endroit à nous, qu'on peut faire ce qu'on veut. On pourrait aussi louer un endroit, mais ce qu'on veut, c'est avoir notre place à nous. C'est bon. C'est vraiment ça notre source de financement principal pour le moment. Puis on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, là, d'avoir des subventions aussi gouvernementales. C'est ça, je partais pour dire du côté gouvernemental, les avez-vous approchés? Y a-t-il d'ouverture à quelque part? C'est-tu... C'est compliqué, j'imagine? Tout ce gouvernemental est compliqué, mais ils ont-tu une ouverture ou bien ils ont claqué la porte? C'est ça. Non, c'est sûr qu'ils n'ont pas claqué la porte. Ouais. C'est d'ouvrir la bonne porte puis de parler à la bonne personne. Fait que ça s'en vient. Là. C'est sûr qu'avec anciens combattants, quand on arrive avec un nouveau service, ça l'aide. Mais il y a tellement d'organismes qui viennent en aide aux vétérans que même ces organismes-là
nous ont déjà approchés pour certains dons. Par contre, on se comprend que les subventions, les dons, il en faut beaucoup. Là. C'est un gros projet, mais qui est super porteur. Là. S'il y a des privés qui écoutent le podcast présentement ou qui vont l'écouter dans le futur, des compagnies, ça peut être des compagnies de transport, parce qu'on l'a dit, il y a des gens qui peut-être qui ont des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui ont fait de l'armée, puis ils disent hey, j'arrête s'impliquer d'une façon différente. Je pense que ça serait de quoi de bien vu. Comment à part le GoFundMe, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Oui, ben c'est ça. Ben, le fait d'avoir une OBNL, c'est exactement ça. Fait que le don de la personne, chaque pièce est importante, là. Mais c'est certain qu'on a quelqu'un qui vient, qui nous commandite. C'est une commandite, nous, c'est extraordinaire. Si on peut en avoir une, on va vous tapisser ça partout, là, votre nom. Exemple Pro Diesel Bellechasse. Mettons je prends au nom au hasard. On dit ça comme ça. Pro Diesel Bellechasse, écoute, nous autres, je trouve que c'est un beau projet, puis ça reflète ce que la société devrait être. Personnellement, moi, je pensais ça, là, que ça devrait être une société qui est redevable à nos gens qui sont là pour nous défendre, nous sauver le cul, à quelque part, puis nous représenter sur la terre entière. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même une valeur. Ça a une valeur. Oui, à mes yeux, moi, ça a une valeur. C'est ce qu'on pense aussi. Ça a de la valeur aussi quand les gens viennent puis nous disent comme Pro Diesel, hey, on serait intéressé. Oui, on va le tapisser, mais il y a des organismes en don corporatif qui vont dire, regarde, nous, on aime la cause puis on veut s'associer à vous. Fait que c'est sûr que on va avoir besoin de ça, de cette expertise-là, peut-être d'autres personnes qui disent hey, moi, j'en ai vécu des choses en philanthropie. Fait que oui, c'est vraiment là qu'on s'en va. Puis l'OBNL est là pour ça. Fait que tout ce qui est fait est redonné vraiment aux gens qui en ont besoin. Exact. Puis le nom de l'entreprise, le nom de l'organisme. C'est un bon point, ça, je vais laisser. Vas-y, Joe. En fait, pour l'OBNL, c'est Mission Phoenix. Fait que on connaît tout le Phoenix qui renaît de ses cendres. Fait que c'est un peu ça. On a tous vécu de quoi, on a tous été d'une certaine manière brisés, mais c'est pas à cause qu'on est brisé qu'on peut pas recommencer. Exact. On peut pas revenir. Exact. C'est tellement vrai. Là. C'est pour ça qu'on a pris le Phoenix comme emblème, comme fanion. Fait que si vous voulez nous contacter, on a un page Facebook. Aussi. Vous avez une page Facebook qu'on va mettre sur le site de notre page Facebook Rock On également. On a aussi notre courriel qui est info@missionphoenix.com. Fait qu'on répond. Souvent, ça va être Mathieu qui va répondre ou Jessica. Sinon, à partir de là, sky is the limit. Là. Moi, j'aimerais ça. Je sais qu'on a des auditeurs en or, je sais qu'on a des gens qui ont des industries, puis des fois, on est sollicité de toutes parts. Mais moi, je pense qu'il y a des causes, je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Puis ce que vous faites, puis moi, ça vient me chercher parce que quand tu nous as parlé, Jonathan, j'étais un peu mitigé. Je dis, bon, c'est quoi le projet? C'est dans quoi qu'il s'embarque? Es-tu tout seul là-dedans? On se pose bien une question parce qu'on veut pas qu'il se plante, on veut pas. Mais là, de voir comment tu es entouré, de voir comment que c'est du sérieux, cette histoire-là, je pense qu'il y a sûrement quelqu'un qui nous entend quelque part. Ça peut être sous le couvert de l'anonymat. S'il y a le droit, mais qui pourrait peut-être élonger un bon montant. Regarde, les boys, moi, j'ai un frère qui a fait de l'armée. J'ai une soeur, peu importe. Puis ça me touche ce que vous faites là. Je vais vous allonger un bon montant. Je ne veux même pas en entendre parler. Je ne veux pas que mon nom paraisse à nulle part. Mais ce que vous faites, ça vaut ben des millions. On s'entend. Mécène, exactement. Un mécène à quelque part qui pourrait. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un au Québec présentement, même au Québec, à Québec ou sur la Rive-Sud, qui aurait intérêt à le faire. Parce que pour vrai, moi je vous lève mon chapeau parce que pour moi, c'est du jamais vu. Là, vous prenez en main, mais vous levez un fly. C'est-à-dire ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Parce qu'on va se le dire, l'armée a tout le temps été, je trouve, oui, exactement. Pas la reconnaissance que. Puis je sais, là, je fais peut-être un aparté, là, mais tu vois aux États-Unis, les Américains, l'armée, pour eux autres, c'est la fierté numéro 1. L'armée, les services d'incendie, les services d'urgence, c'est des entités qui sont reconnues. Tu n'as même pas à te casser la tête. Eux autres, ils ont un match de baseball, un match de hockey, ils sont tout le temps. Je sais je pense que c'est Nashville, Tennessee, à chaque match de hockey à Nashville, tu as tout le temps un soldat avec sa famille qui est honoré. Tout le temps. Ça, c'est même pas négociable. Au baseball, c'est la même affaire. Au Texas,
c'est non négociable. Ici, je comprends pas qu'on n'est pas capable de dire, regarde, eux autres, là, ils mettent le vie de côté. Là. C'est pas compliqué, c'est ça. Là. C'est plus reconnu dans l'Ouest canadien oui, qu'au je Québec. sais. T'as raison. Au Québec, on se le cachera pas, on est 10 ans en retard sur le reste du Canada, puis peut-être même plus comparé au reste du monde. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, ça commence. Tranquillement, pas vite, on commence... Mais vous comprenez qu'on est quand même en retard, puis moi, c'est ça qui me frustre un peu. Puis là, je vous le dis tout de suite, on défonce sur le podcast. Là. Ça, on va défoncer. Mais c'est ça qui me choque un peu de voir que pourquoi qu'au Québec, encore une fois, on est 10 ans, 15 ans, 20 ans en retard, ça apparaît, alors que tu fais que te retourner, puis tu regardes nos voisins, puis eux autres, c'est des personnes importantes. Mais, tu sais, je vais avancer quelque chose. Tu sais, des fois, on prend un peu tout pour acquis. Hein. Oui. On prend notre sécurité pour acquis ici. Là. Tu sais, on se dit, on ne s'est pas attaqué, on n'a pas... non, c'est correct, ça, c'est sécuritaire, on est au Québec. Fait que, tu sais, on oublie qu'il y a des gens qui font qu'on est dans un pays sécuritaire. Tu sais, puis qu'on est dans un endroit sécuritaire. Puis ça, c'est les militaires pour toute la défense des frontières. Puis c'est notre garde côtière, c'est nos policiers, c'est nos pompiers, nos ambulanciers, nos infirmières. C'est tous ces gens-là. Là. Oui, mais on prend tout pour acquis. Même dans le système de la santé, on prend ça pour acquis. On ne rentrera pas là-dedans. On est dans la politique totale. On n'aura pas fini à soir. Non. Les boys et Jessica, la girl, qui je sais pas où, là, je la vois pas. OK, là-bas, elle est cachée là-bas. Félicitations pour votre implication. Oui. Félicitations, Jonathan, pour cette excellente idée-là, pour vrai. Là, tu viens de m'apprendre un pan de ta vie que je n'étais pas au courant. Ouais, ben, tu réalises-tu un peu que je viens de pogner 2 minutes pareil? Oui, ben, tu le sais que je parle pas beaucoup aussi dans la vie, fait que je savais très bien. Puis tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tu sais que je ne l'ai jamais dit à personne à la maison. Ouais, c'est ça que ça va faire peut-être. Je risque d'avoir des appels à m'amener. Possiblement, mais je vais profiter des ondes, puis je vais profiter des gens qui sont autour de la table pour te dire quelque chose. Si tu as besoin, tu sais qu'on est là. Oui. Oui, je l'ai tout le temps. Tu n'es pas plus loin que le téléphone, puis ça me touche vraiment. Je trouve ça rough un peu. Désolé. Mais félicitations. Puis j'espère qu'il y a du monde qui va embarquer dans votre bandwagon. Yes. J'espère que vous allez stepper up. Je trouve ça plate que ça soit... Je trouve ça plate que le gouvernement n'ait pas allumé avant de dire, écoute, c'est des personnes importantes. C'est eux autres qui risquent la vie, votre vie, pour nous défendre, nous. Ça aurait été supposément être automatique pour moi. De ce que vous faites il devrait être en avant-plan. Exactement. Sont pas en avant-plan comme ailleurs. Fait que mais en même temps, veux-tu quelqu'un qui n'a jamais été sur le terrain, qui ne connaît pas la réalité pour aider du monde? T'as raison. Ou du monde qui ont été sur le terrain, qui connaît ta réalité. T'as totalement raison. C'est qui la meilleure personne pour parler avec un autre rocker? T'as raison. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait fallu au moins qu'il y ait un levier que le gouvernement dise, OK, on va mettre de quoi en place, puis on va s'entourer de personnes, c'est-à-dire qui connaissent ça comme tu viens de le dire. Mais là, c'est des personnes qui ont vécu, qui ont été obligées d'aller dans le fond du baril pour s'en sortir par eux autres mêmes, pour dire, regarde, là, si moi je suis de même, lui est de même, elle est de même, lui est de même, attends une minute, là, on va faire de quoi pour vous en sortir. Bravo. Bravo les boys, puis bravo Jessica. C'est tout en votre honneur. Sérieux, là, j'espère, puis il faut se reparler. OK, on garde contact. Je veux qu'on ait après les fêtes, on va se laisser aller, là, partir ça. Mais je veux qu'on s'en reparle dans 6 mois. Oui, c'est sûr. Okay? Vous dire 6 mois, genre. On s'en reparle dans 6 mois, voir où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Un petit podcast, puis on va regarder l'évolution de ça. Puis, moi, je trouve ça important. On va en parler, puis plus qu'on en parle, plus ça va avancer. Absolument. Bravo, puis félicitations. Ça enlève les tabous aussi. Fait que s'il y a des soldats, des soldates, des personnes qui sont interpellées, puis ils disent, hey, ouais, je n'étais pas au courant de celle-là, puis moi, ça m'intéresse de m'impliquer, puis où je veux faire partie de ce programme-là. Et répète les adresses, puis où qu'on peut vous rejoindre. On a la page Facebook Mission Phoenix, fait que quand même très facile à trouver. Sinon, le courriel, c'est info@missionphoenix.com. Puis Phoenix, Phenix. Ça peut être mélangé des fois avec s'il y en a qui ont ajouté un O, mais c'est... Exact. Avant de finir. Votre bière, comment vous l'avez trouvée, Flamand? C'est justement, c'est ce que je m'en allais là. Écoute, tu sais que Jonathan, moi, je prends pas de bière dans la vie. Là, je prends plus du fort. Exactement, mais pour vrai, là... Parlez-nous de ça. Là, c'est la microbrasserie, le bedon pressé, c'est ça? Non, en fait, le bedon pressé, c'est la bière que tu bois en ce moment, qui est une blanche à l'orange. C'est la microbrasserie Les Bédaines. Fait que c'est des amis à nous, dans le fond. C'est des vétérans. C'est Veterans Owned. Qui ont parti leur propre microbrasserie. Wow. Avec aussi une mission sociale de recréer ce côté-là super amical, tu sais, qu'on a dans les messes et tout. Fait que c'est vraiment... Ils ont une mission qui
qui se rapportent beaucoup à la nôtre. Fait qu'on est en complémentarité avec ces gars-là. C'est vraiment cool. Fait que. Moi, j'aime le logo, j'aime le goût. Ouais. Fait que moi je bois une Panza Libre, qui est une Mexican Pale Ale. On a j'ai pris la même chose que Jason à l'orange, puis elle est super. T'as pris l'orange, je pensais qu'elle allait prendre avec le rhum, toi. Non, je la garde pour asseoir. OK, d'abord. On vous a amené le set. Fait que ça, c'est la même. Tu sais, si vous voulez des infos sur les bédaines, puis même chose, vous pouvez nous rejoindre, puis on va vous mettre en contact avec les gars, là, Brian, Sean, puis Simon. Là, c'est des. Vraiment des génial. Elle est vraiment bonne, puis j'aime le format de la canette derrière. Ça, c'est merveilleux. Mais j'aime le look. Ça fait vintage un peu. Ça fait, tu sais. Ça fait pas se prendre au sérieux, puis en même temps, ça a un petit look. Waouh, c'est le fun. Oui, super bonne. C'est vraiment bon. Hey, mais merci beaucoup. Merci à vous autres. Jonathan Roy, merci énormément. Merci. Mathieu Collin, merci beaucoup. Merci les gars. Jean-Nicolas Chagnon, un gros merci. On voit que tu es un gars de communication, toi. On voit que tu as ça dans le sang. Puis notre photographe Jessica Spénard, merci énormément à toi également. Longue vie à votre projet. Longue vie à votre projet. Chapeau. Puis continuez à faire ce que vous faites là, parce que. Puis merci pour ce que vous avez fait pour les Québécois, les Canadiens. Oui. C'était le jour du souvenir, puis je pense que vous le faites bien. Puis vous êtes une relève qui est le fun à voir. On n'avait pas ça dans le temps. Je pense que vous êtes en train de changer de mentalité, puis c'est ça qu'il faut. C'est ce qu'on a de besoin dans ces moments plus moroses, on va se le dire. Là. C'est pas tout le temps facile, c'est ainsi au Québec, là. Mais des projets comme ça, là, ça nous. Ça vient nous chercher, ça nous redonne l'espoir. On essaye. Je suis très confiant. Merci beaucoup. Yes, bien gentil. Merci. Ouais, mais Jean-Michel, je te l'avais dit. Hein? Oui, c'est une belle gang. Quelque chose, c'est ça. Comme je disais, ils ont chacun leur parcours. Puis je m'en attendais un peu à ça. Je m'attendais à ça. Mais oui, c'est super intéressant. C'était une belle organisme qu'ils ont créé. Là, je te mets un peu de pression. Je sais que ton budget, comment dire, est peut-être épuisé. Hein? Mais là, c'est mon neveu. Tu as vu la gang qui est à côté. Là? Moi, je pense qu'on serait le fun que ça soit Pro Diesel. Ça serait les premiers commanditaires officiels de ça. Si t'en penses. Oui, on en regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, j'ai une réponse là. Ben, oui ou non? Ça ne me dérange pas de commanditer. Exactement. C'est à quelle hauteur on regardera ça. Non, ça, c'est correct, mais on embarque là-dedans. Oui, ça ne me dérange pas, oui. Ça va me faire plaisir. Wow. Exact. Tu vois, mission accomplie. Faites comme Pro Diesel. Vous avez une entreprise, vous êtes un OSBL, vous êtes un donateur anonyme. Je pense que vous avez le projet rêvé pour redonner au suivant, pour remercier cette gang-là qui, eux, ne demandent pas vous autres. Ils s'en vont en mission. Ils vont s'impliquer. Ils mettent un pan de leur vie sur la voie d'accotement, c'est ce qu'on dit. Hein? Puis ils vont en ligne. Ils ont tous chacun une histoire. Puis on n'a pas tous connu toutes les histoires. Mais dans 6 mois, on s'en reparle, là, puis je veux qu'on ait des beaux chiffres. On termine ça de même, mon Jean-Michel. Merci d'avoir été là. Oui, on y reparle. C'est sûr, on se tient en contact. 6 mois, on va en reparler. On va avoir des contacts. Moi, j'ai un contact privilégié à côté de moi. Fait que ça soit facile. Yes. Merci d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Vous pouvez nous écouter sur Truck Stop Québec à partir de 16h les vendredis. Nous autres, on est disponibles sur la plupart des plateformes de podcasts, soit Apple, Amazon, Spotify, YouTube, iHeart, Balado Québec, puis il m'en manque un, là, je me souviens plus, il y en a tellement, mais en tout cas, faites une recherche. Je pense que c'est les prioritaires. On a une page Facebook également, fait qu'on met le lien Spotify là-dessus également, qui va être disponible dans quelques minutes. Soyez prudents. Oui. Faites-vous du fun. Bon week-end, tout le monde. Oui, puis on aime toujours parler de vous que parler de... On aime autant parler de vous. Non, on aime autant parler avec vous que parler de vous. On finit par le dire comme du monde. Tu l'as eu, Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck on. Truck on. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck on. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!